Et salut à toutes et à tous, ici Naetherion et j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va lancer une petite réflexion sur le principe de choix dans le game design et dans le narrative design de vos jeux, en tant que MJ ou en tant que joueur simple, que ce soit en jeu de rôle en tant que MJ, comme je viens de vous dire, en jeu vidéo, en tant que développeur, peu importe, vous devez faire un choix sur la méthode de choix que vous désirez utiliser pour faire progresser la narration. Du coup, je vous invite à vous installer confortablement dans votre siège et à vous abonner à la chaîne, car je vous rappelle que sur Internet, notre travail n'est évalué que sur base des chiffres. Donc, pensez à vous soutenir et à me soutenir évidemment gratuitement en partageant notre travail et notre taf sur les réseaux sociaux, si vous appréciez évidemment le temps et l'investissement que je mets dedans. Sur ces bonnes paroles, nous voilà partis pour une fonderie du MJ. Les histoires dans les jeux de manière globale sont la plupart uniques car vous prenez des décisions en tant que joueur. Par exemple, vous moquez d'un personnage, discutez avec un autre, décidez si vous sauvez ou non un adversaire ou un allié, etc. etc. Toutes ces actions, en fait, vous attendez à ce qu'elles aient un impact concret sur la narration. Dans certains cas, le jeu peut mémoriser votre décision et présenter une conséquence par la suite pour apporter une profondeur à la narration et au choix et mettre les outils entre les mains des joueurs pour s'approprier le jeu, son avancée, leur propre histoire et leur narration. Ce type de choix en narrative design est typiquement associé aux RPG, aux jeux de rôle, aux jeux de genre Telltales, ceux qui racontent des histoires, et je pense que cela s'explique par leurs origines qui remontent aux jeux d'improvisation sur table et aux jeux de rôle, tous ceux que vous voyez derrière, et notamment aux livres dont vous êtes le héros. Mais actuellement, c'est également une affaire d'interface, de médias et de façon d'amener les choses dans votre jeu. Ce sont des jeux où vos interactions consistent à choisir dans une arborescence de dialogue ou une liste d'options pour arriver à telle ou telle conclusion en fonction des choix de vos joueurs. Ainsi, faire des choix narratifs quand on est joueur est un acte parfaitement naturel. Maintenant, votre taf en tant que concepteur de jeu ou MJ est de l'amener ce joueur à devoir en faire. Et si votre jeu n'a pas tout ça, si c'est par exemple un jeu de tir, un survival horror ou un jeu d'action, si vous préférez explorer des donjons et valoriser par exemple la mécanique plutôt que le roleplay et l'interprétation des personnages, comment laisser les joueurs faire des choix dans ces fameux jeux-là? Est-ce que vous n'offrez qu'un jeu abrutissant ou tout simplement réservé à ces joueurs qui veulent juste gagner et être les plus forts? N'est-il pas possible en fait d'offrir cette expérience technique et également de la profondeur narrative grâce à ces fameuses mécaniques? Je vous le dis très simplement, vous le pouvez, et un jeu technique peut proposer de la profondeur narrative grâce à ces mécaniques pures. Je vous explique ça maintenant. Pour tordre le cou en fait à cette idée que beaucoup de gens ont, on trouve en fait un exemple de ceci dans le narrative design de BioShock, le jeu vidéo. C'est un jeu de tir subjectif très nerveux, doté d'un choix moral notoire. À chaque petite sœur que vous croisez, vous devez décider de la sauver ou de la récolter pour devenir plus puissant. Dans ces moments précis, en fait, le jeu ralentit son enchaînement de tirs et de scènes agressives, vous prive des commandes normales du jeu et affiche en fait deux choix à l'écran. Récolter la petite sœur ou bien la sauver. No, 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 no. Thank you, mister. Thank you. The path of the righteous is not always easy. Yes. The reward will become clear. Alors, c'est une façon de faire et elle provient du média jeu vidéo, mais prenons un pas de retrait et analysons en fait comment cet élément nous est proposé pour pouvoir l'appliquer à d'autres médias et surtout à notre table de jeu. Il suffit en fait d'emprunter les interactions des jeux plus adaptés, qu'il s'agisse en fait de jeux comme par exemple ceux où il faut appuyer sur des boutons à l'écran et avoir une liste d'options ou une roue de dialogue, ce sont en fait ce qu'on appelle des choix explicites. Si vous regardez mon actual play sur la malédiction de Strahd, vous avez probablement remarqué que je propose souvent aux joueuses en fait un rappel des possibilités qu'elles ont afin de les aider à rapidement se mettre dans le cadre narratif qu'implique le fameux choix. Et c'est un peu cette manière-là d'apporter cette espèce de roue de dialogue à la table de jeu. Mais il existe une autre façon de faire, beaucoup plus nuancée.
Regardons par exemple un autre jeu de tir dont je m'inspire souvent pour prouver qu'on peut faire différent avec les mêmes mécaniques, à savoir Spec Ops The Line, un jeu de tir également. Ici nous retrouvons deux hommes pendus par les mains et des snipers en fait visent leur corps. Vous devez prendre une décision, mais cette fois, pas de bouton à l'écran et aucun menu en vue. Au lieu de cela, vous devez décider en fait qui Walker doit tuer, donc Walker votre personnage, tout simplement en tirant sur cette personne. I get it. We're meant to choose. Choose what? Let's get out of here. Lugo's right. We need to get as far away from this as possible. That's enough. Obviously not, because we're still here. They are guilty. But what is justice? And how would you see it, Delvin? This is an order, Captain. Who lives? Who dies? Judge these men, or pay the price of insubordination. We can't do this, Walker. Yeah, let's just get out of here. And go where? They have us surrounded. Et en fait, concrètement, c'est une autre façon de faire. Pas de menu, pas de bouton, pas de cutscene. Au lieu de se reposer sur les systèmes classiques, Spec Ops en fait laisse le joueur choisir en utilisant les outils de base utilisés ailleurs dans son gameplay. C'est un jeu de tir, et donc vous prenez des décisions en tirant. Vous l'aurez deviné, j'appelle ceci un choix invisible et a pour but de ne pas briser les codes du genre pour jouer avec eux. Et je pense en fait que ces spécimens rares ont des avantages non négligeables pour notre analyse et compréhension du jour. Dans cette vidéo, je vais partager 4 raisons pour lesquelles vous devriez dissimuler vos choix, notamment à votre table. Premier avantage, le choix invisible rend les options ambiguës. C'est d'ailleurs un des grands points forts en jeu de rôle. Revenons à ce choix par exemple dans l'aspect visuel de Spec Ops. Même si votre contact radio vous demande de tuer l'un des deux hommes, vous pouvez décider de tirer sur les cordes qui les attachent, ou refuser de prendre une décision, ou tirer sur les snipers à la place. Bref, 3 choix différents de ceux que propose le jeu de manière directe. Comme le choix est invisible, le jeu peut cacher des options bonus trouvables si les joueurs curieux envisagent la situation et les outils à leur disposition. À condition évidemment de voir et d'entretenir cette espèce de mentalité out of the box, hors de la boîte, de comprendre et vouloir tester au-delà des limites apparentes du jeu. De ne pas se limiter à est-ce que c'est A ou B, mais pouvoir envisager, dans le développement du jeu global, avoir une possibilité C, D, E ou F. Et c'est pour ça que Spec Ops en fait regorge de ce genre de choses et que c'est vraiment un exemple que j'aimerais beaucoup pouvoir mettre en avant dans cette vidéo. Plus tard, par exemple, une foule en colère submerge le héros Walker et vous êtes invité à tirer dessus. Mais vous pouvez par exemple tirer en l'air ou porter une attaque non létale pour désamorcer la situation alors que tout semble vous imposer le contraire. Autre exemple beaucoup plus mainstream, Far Cry 4 comporte un choix mémorable. Pagan Min en fait vous demande d'attendre son retour, ce qui vous donne en fait à ce moment-là du jeu une chance de fuir la forteresse. Mais si vous attendez vraiment son retour, vous débloquerez une fin secrète et donc indique qu'une voie différente à ce qui était prévu est possible. Et en fait, est-ce que ça vous rappelle rien, les choix différents de ce qui était prévu, hein? Je pense que vous faites le lien maintenant avec les MJ. Ces options cachées font que les joueurs se sentent malins et que le jeu ressemble moins à une conséquence, à une séquence en fait de choix fixes et plus à un monde organique et crédible. Deuxième avantage de dissimuler ses choix, les choix ne doivent pas être égaux. Revenons à BioShock, quand il faut sauver ou récolter une petite sœur. Les choix en fait se valent, même si les conséquences finales sont différentes. Et maintenant prenons un jeu qui est un peu différent, un jeu comme Undertale. Ici, vous pouvez choisir de tuer tous les monstres et boss du jeu, ou tout simplement de les épargner. Ces choix sont inégaux à chaque moment, et il est généralement bien plus dur de sauver les créatures que de les éliminer, car la manière dont a été pensé le jeu implique cela dans son fonctionnement inhérent. Et ça, c'est un truc que vous devez réfléchir également. Cela signifie qu'il faut se montrer persévérant, voire même aller à l'encontre du jeu pour un meilleur résultat selon votre perception propre, de ce que vous considérez comme la meilleure solution à un même problème. Et c'est là la force du narrative design. Par exemple, pour parler jeu de rôle, le changement de mécanique et de résolution de conflits dans Donjons & Dragons 5ème édition. Oui, le jeu s'est développé sur un héritage très axé wargame et valorisation du combat et expérience et accumulation, mais la 5ème édition
a très bien compris la nécessité d'apporter plus de nuances et surtout de possibilités à pouvoir gérer la situation autrement que par l'inhérence de la violence dans ces anciennes éditions. C'est pourquoi vous avez des nuances apportées par des suppléments comme Strixhaven, The Wild Beyond the Witchlight, etc. pour pouvoir proposer autre chose que juste tuer des monstres pour avancer. Vous avez en fait les outils et les armes en tant que MJ pour nuancer et permettre de faire plus de choses grâce au moteur interne au jeu. Bien, troisième avantage, j'espère que vous êtes toujours là. En fait, vous pouvez faire des choix très précis. Généralement, la notion de choix explicite renvoie à des décisions importantes. Si on vous dit « Hey, attention, faites un choix, attention, ça prend tout l'écran, ça prend toute l'importance », en principe, c'est que c'est important. Choisir qui survit entre deux personnages, ou le destin d'une ville entière, ou ce qu'on va manger au petit déjeuner, mais quand un jeu suit des choix invisible, comme c'est le cas dans le jeu de rôle. Il construit une sorte de toile gigantesque base de données détaillées des moindres actes des joueurs, et l'utilise en fait pour façonner le reste du jeu en conséquence. En tout cas, c'est ce qui est globalement attendu à la table, car cela donne le sentiment que le jeu est personnalisé. Cela va vous faire réfléchir aux conséquences de vos actes, et ce, quelle que soit votre envergure, ou en tout cas leur envergure. Revenons aux jeux vidéo, dans Dishonored, chaque ennemi que vous tuez alimente une jauge de chaos, ce qui change la fin de l'histoire, la façon dont les gens vous voient, et également ajoute des rats dans le monde. Mais ça, je vous explique pas maintenant, c'est pas un cours sur Dishonored. Et comme chaque combat a une chance de gagner et de changer le futur, vous finissez par jouer de manière plus délibérée et surtout plus réfléchie. Même chose par exemple pour Metal Gear Solid 5, où les ennemis s'adaptent à votre style de jeu en mettant des casques ou en installant des projecteurs si vous faites toujours les mêmes approches. Imaginons que si vous vous en prenez aux bandits de la région dans votre jeu de rôle, ils commenceront, imaginons, à vous poser des pièges plus spécifiques et donc l'univers va évoluer selon des choix précis qu'ont fait les joueurs. Ça semble normal dans un jeu de rôle, et bien en fait, pas du tout. Pour finir, quatrième avantage à tout simplement dissimuler ces choix, c'est les résultats surprenants. L'un des écueils principaux des choix explicites indique clairement que vous prenez une décision. Et si ça n'était pas déjà assez évident, ajoutons une notification à l'écran ou dans la narration du MJ par exemple. You can certainly try. Voilà, ça c'est typiquement le genre de phrase pour confirmer que c'est une décision importante. Il est donc difficile de surprendre le joueur avec les conséquences de leurs actes. En jeu de rôle, on aurait tendance à réagir si le MJ s'arrêtait pour dire clairement « Ok, attention, vous faites un choix narratif qui va modifier l'histoire à grande échelle, êtes-vous sûr de vouloir le faire ?» Certains vont aimer ça, d'autres non, mais là évidemment n'est pas la question. Mais avec des choix invisibles, le jeu peut discrètement suivre vos actions sans que vous ne vous en rendiez compte pour vous surprendre par la suite. Ce qui se passe ici, c'est que le jeu a suivi des données comme la fréquence par exemple de vos sauvegardes, le nombre de pièges activés, l'interaction avec certains PNJ et même le contenu de votre carte mémoire sur console pour déterminer comment le PNJ va interagir avec vous. Et si vous n'avez pas la référence pour la carte mémoire sur la console, en gros le boss de Psycho Mantis dans Metal Gear Solid fait ça, et en fait il lit les données de sauvegarde de votre personnage pour donner une réaction customisée et adaptée. C'est une des nombreuses petites farces que Kojima a fait dans ces jeux pour montrer un peu que l'impact de la narration et de vos choix sur également le monde en question. Par ailleurs, comme les choix explicites ont pris une telle importance, les joueurs s'attendent à juste titre qu'ils aient des conséquences égales dans l'histoire et vont être déçus quand ce n'est pas le cas. Pensons à Fable où les choix de narration n'ont pas vraiment d'impact à la fin. Enfin, il y en a un, mais il est très mineur par rapport au reste. Mais avec des choix invisibles, en fait, comme ceux dans le jeu de rôle, même des conséquences minimes sont mémorables et en fait impressionnantes, car chaque élément est peut-être une conséquence en soi. Donc, c'est à vous de bien doser ce fameux équilibre. Vous l'avez vu, jusqu'à maintenant, j'ai fait une liste des avantages. Je devrais en conséquence aussi aborder les difficultés de la mise en place de choix invisibles. Il peut être difficile de gratifier chaque choix du joueur. Vous ne devez pas gratifier chaque choix narratif d'un joueur. Ce système ne fonctionne pas pour tous les types de choix. Si votre seul mode de communication est, je vous disais, le canon d'une arme qui tire ou une mise constante en avant des mécaniques pures d'un jeu, cela ne fonctionnera pas pour les décisions les plus nuancées tout le temps. Mais tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Si les choix sont ambigus dans votre narration, les joueurs peuvent ne pas comprendre qu'ils avaient accès à certaines options et se sentent trahis quand ils comprennent plus tard qu'ils avaient en fait un choix à faire mais qu'ils ne le savaient pas. Du coup,
Visible, invisible, direct, dissimulé, il faut donc indiquer que d'autres choix sont possibles au risque de frustrer le joueur. À vous de voir comment en fonction de votre table. Enfin, les joueurs peuvent ne pas comprendre qu'ils voient les conséquences de leurs actes non plus. Les choix explicites ont un avantage, ils indiquent explicitement à l'écran ou à la narration que vous avez un impact sur le jeu, mais il est possible de rater des choix invisibles. Je vous donne de nouveau un autre exemple qui est parlant, mais lors des tests de Dishonored, Arkane, le studio de développement qui est derrière Dishonored, a remarqué en fait que les joueurs trouvaient le jeu hyper linéaire, car en fait ces joueurs ne comprenaient pas qu'ils prenaient des décisions indirectement, ils étaient trop subtils et trop naturels. De même, il est facile de finir Silent Hill 2 sans comprendre que la cinématique que vous voyez en fin de jeu est le résultat de certains actes obscurs que vous avez effectués tout au long du jeu. Quand vous utilisez des choix invisibles, les dialogues doivent être un petit peu maladroits et indiquer clairement aux joueurs qu'il s'agit des conséquences de leurs actes. En gros, si vous êtes trop subtil et qu'ils ne pigent pas les conséquences, vous avez travaillé pour rien, comme j'ai pu m'en rendre compte, notamment au cours de mon actual play. Voilà, en gros, les jeux d'action n'ont pas besoin de devenir des RPG ou des jeux de rôle pour réagir, mémoriser ou répercuter les choix des joueurs. Un Warhammer V4 peut proposer de la narration, malgré un système très lourd en termes de design et de poids. Et Donjon Dragon peut faire du 100% roleplay également. Ces jeux en fait offrent des modes de communication aux joueurs, d'exprimer leurs intentions, leurs valeurs, leurs décisions et surtout les tendances morales, et c'est en fait à vous de maîtriser à votre table avec ce qui est donné en interne. Pour conclure cette vidéo, disons que les actes sont plus éloquents que les mots. N'oubliez pas que vous devez montrer et pas raconter, show, don't tell, et je pense que plus de jeux devraient suivre cette maxime pour permettre aux personnes qui veulent se les accaparer, notamment dans les livres de jeu, dans le narrative design propre à leur table, de pouvoir notamment le faire plus clairement et plus directement avec des outils pensés par le créateur du jeu lui-même. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de me soutenir sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, que ça a développé peut-être une réflexion chez vous. C'était Nighterion, je vous lis en zone de commentaires, je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.